on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. On espère que vous avez passé un bon été et que la reprise, vous êtes en forme. On se retrouve donc en direct dans le studio d'Invox pour vous parler des 7 tendances SEO à suivre pour votre contenu en 2024. Et je suis accompagné pour ça de Kenza. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi déjà Marc-Aurèle de t'accueillir chez Invox et merci à l'équipe CMJ pour l'invitation. Moi je suis Kenza Madouche, du coup consultante SEO chez Invox. Donc au quotidien, j'accompagne mes clients sur l'ensemble de leur strate de référencement naturel tout simplement. Et de mon côté, donc, je suis Marc-Aurèle et je travaille chez CMJ. Je suis Customer Success Manager et j'accompagne aussi mes clients au quotidien dans leur stratégie SEO et l'optimisation de leur contenu. Et du coup, est-ce que tu peux nous rappeler Invox? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Alors, Invox, c'est une agence marketing, une très chouette agence spécialisée en demand generation. Donc, c'est une agence qui a 3 pôles, on va dire, principaux. Le premier, c'est le content, donc vraiment tout ce qui va toucher à la création de contenu, le content marketing au sens large. Ensuite, on va avoir les audiences avec du SEO, du SIA, du social media. Et puis, tout ce qui va toucher à la tech et à la data, avec notamment du marketing automation, la mise en place de plateformes, etc., etc. Et donc, on est une quarantaine, on est à Lyon et on est les voisins de CMJ. Tout à fait. Et côté CMJ, donc CMJ, c'est la plateforme SEO pour vos équipes marketing et content et qui vous aidera à optimiser et créer votre contenu capé pour le SEO. Vous serez en plus de ça suivi par un CSM comme moi ou un de mes super collègues qui vous suivra donc tout au long de votre parcours, depuis l'onboarding jusqu'au bilan en fin de parcours et voilà, tout au long de votre stratégie SEO. On démarre tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a prévu 7 chapitres pour ce webinaire et on commence donc avec le Content Refresh. Ouais, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, le Content Refresh, c'est tout simplement toute action ou processus qui va toucher à l'optimisation d'un contenu existant. Donc, que ce soit tant sur le fond, donc votre texte, que sur le design, donc sur la forme, pour faire en sorte tout simplement que malgré le fil des années, vos contenus restent pertinents, attractifs et actuels, bien sûr, au niveau des informations qui vont être données aux utilisateurs. Il y a plusieurs grands avantages dans le Content Refresh. Le premier, c'est évidemment d'assurer une information fiable tout au long de la vie du contenu parce que au fil des années, comme je le disais précédemment, il y a peut-être des nouveaux secteurs des nouvelles actualités qui ont émergé dans votre secteur. Il y a peut-être aussi des nouvelles réglementations. Donc voilà, tout ça, dans votre contenu, ça a besoin de ressortir. De ce fait-là, vous allez ajouter généralement du contenu additionnel frais, qui est aussi un signal positif en SEO. Vous allez améliorer le travail SEO qui a été déjà fourni. On s'en reparle, vous verrez juste après en voyant vraiment ce qu'il faut analyser dans le Content Refresh. Vous allez avoir évidemment un gain de temps et une meilleure exploitation en interne parce que plutôt que de créer un nouvel article, vous en avez déjà un existant. Donc autant le réutiliser. Vous êtes déjà positionné sur un mot-clé. Vous avez peut-être aussi déjà des backlinks qui sont acquis sur ce contenu-là. Donc c'est plus facile d'aller l'optimiser. Et puis dernier point, vous allez favoriser l'expérience utilisateur puisque vous pouvez remettre en forme, par exemple, la charte graphique, ajouter des CTA, etc., etc. Et pour vous prouver que votre contenu existant est une mine d'or et que vous devez absolument l'exploiter, on vous a sorti quelques chiffres. C'est un contenu optimisé, c'est 60% de trafic en plus quand on l'optimise. Donc, c'est-à-dire que Google va repasser sur votre contenu, va le refaire monter dans les SERP et du coup, forcément, vous allez gagner du trafic simplement en optimisant. Un contenu que vous allez optimiser, c'est 1 mois pour qu'il se repositionne mieux sur les SERP, là où, lorsque vous créez un contenu, que vous partez d'un mot-clé que vous n'avez jamais travaillé, il faut compter au moins 3 mois. Donc, c'est un gain de temps aussi en termes de performance SEO. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est que vous allez remonter dans la SERP, vous allez gagner des positions et on rappelle qu'un contenu en première position, c'est 17 fois plus de trafic pour vous. Maintenant, si on regarde précisément ce qu'il faut rafraîchir dans un contenu, on va faire dans l'ordre des 3 piliers du SEO. Donc d'abord, on commence toujours par la technique. On va regarder les balises méta. Est-ce que la longueur est bien paramétrée? Est-ce que dans votre balise méta title, on retrouve votre mot-clé principal? On va regarder le maillage interne. Donc par exemple, est-ce qu'il y a des liens brisés? Est-ce qu'il y a des nouveaux articles que vous avez produits plus récemment que vous allez pouvoir mailler vers votre ancien contenu? On regarde tout ce qui va être les encres de liens pour éviter la suroptimisation, pareil. On peut faire un test Core Web Vitals pour les vitesses de chargement, vérifier que tout fonctionne bien. Et évidemment, on regarde l'URL pour savoir si elle est bien paramétrée et si le slug contient bien le mot-clé principal. Au niveau de la sémantique, on va plutôt s'intéresser à la pertinence et la tendance
du mot-clé principal. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au fil du temps, votre mot-clé que vous avez utilisé à l'époque est plus autant recherché qu'aujourd'hui, et peut-être qu'il y a un nouveau terme aussi qui a plus gagné en popularité et sur lequel vous allez pouvoir vous repositionner. Vous pouvez regarder également tout ce qui va être structuration à chaîne, donc vérifier que par exemple vos mots-clés secondaires apparaissent bien dans la structure, votre mot-clé principal aussi, vous pouvez le répéter dans certains titres, et puis vous pouvez ajouter des paragraphes supplémentaires ou au contraire, ça peut dépendre, aussi alléger votre texte pour le rendre un petit peu plus digeste. Au niveau du netlinking, bon, très simple, hein, soit on obtient de nouveaux backlinks pour aller pousser un contenu qui est très stratégique, soit on se contente de ceux déjà acquis sur le contenu. Et puis, un petit bonus SXO, on va aller regarder le design, l'attractivité générale, est-ce que la charte graphique est toujours à jour, est-ce que voilà, il y a des petites choses à améliorer, et on fait aussi attention à la tonalité éditoriale et au copywriting pour être sûr que vous communiquez les bons messages à votre audience avec le ton que vous avez adopté aujourd'hui. Et un dernier petit tips en ce qui concerne l'optimisation, sur un mot-clé qui va être très volatile, il va y avoir un gros volume de recherche où les SERP peuvent évoluer rapidement. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vérifier à peu près tous les 3 mois s'il est toujours bien optimisé et s'il est toujours pertinent pour vous. Ici, un exemple d'un contenu refresh du coup avec SEMJ. Donc c'est une définition de glossaire Invox qui porte sur le mot funnel. Donc funnel, voilà, c'est un mot qui est très awareness, qui est pas forcément hyper non plus stratégique pour nous, mais qui a quand même un volume important. On est à 4400 recherches mensuelles avec un keyword difficulty à 37. Donc comme vous pouvez le voir sur les petites photos, en juillet 2023, on était en 5e position sur ce mot-clé-là. On l'a optimisé sur SEMJ, on l'a monté à un score de 76 sur 100. Et en août 2023, donc un mois après, comme le montrait Marc Aurèle dans la petite étude SEMJ, on est passé premier avec un featured snippet. Donc vous voyez, il y a plein d'avantages à aller optimiser ces vieux contenus. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous avez la petite boîte à questions juste à gauche du chat, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et on y répondra en fin de présentation. Oui. On enchaîne tout de suite avec la deuxième tendance, à savoir le content kit et l'autorité thématique. Donc ici, vous voyez, il y a 2 notions, mais en fait, elles sont liées et donc on va voir tout ça ensemble. Petite définition, le content kit, c'est tout simplement l'art, on va dire, de penser ses contenus en kit pour 2 choses. De la première, maximiser votre temps et en plus de ça, maximiser vos performances et économiser votre temps, si j'inverse. Pour aller un peu plus loin et que ce soit plus concret, imaginons que vous avez un e-book. Vous avez produit un e-book qui peut être sur votre site, votre blog, que vous avez produit il y a quelques mois, quelques années. Alors au début, il a été sûrement très téléchargé, mais avec le temps, il s'est un petit peu essoufflé. Pourtant, en interne, c'est quand même compliqué de créer des ressources premium, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc, pourquoi pas utiliser le contenu qui est à l'intérieur pour le décliner en plusieurs autres formats. Par exemple, un article de blog, une page pilier, une infographie, etc., etc. Vous voyez que de ces formats-là peuvent aussi en être d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un e-book, comme vous pouvez le voir ici, qui produit pas de trafic organique, on peut aller créer des dispositifs SEO justement qui vont drainer du trafic organique. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Et puis, dernier point, c'est que ici, je vous montre un exemple à partir d'une thématique existante, on va dire, mais vous pouvez très bien aussi aller prendre la parole et construire un content kit dès le départ sur une nouvelle thématique. Dans le content kit, il y a plein d'avantages, comme vous pouvez le voir, que j'ai pris plaisir à lister. La première, c'est de définir toutes les informations à traiter d'un thème. En fait, c'est vraiment être le plus complet possible sur votre thématique. Pourquoi? Parce que généralement, pour construire votre content kit, vous allez créer une mind map. Donc voilà, pour pouvoir poser un peu vos idées. Et après, en face de chaque idée, vous allez aller flécher un format. Justement, de ces différents formats, il va y avoir différents canaux, du coup, sur lesquels vous allez communiquer, et donc différents supports également adaptés aux contraintes de vos cibles. Vous allez répondre à différentes problématiques avec l'angle aussi que vous allez choisir. Et puis, vous allez avoir une expérience utilisateur qui est claire et cohérente parce que souvent, on va essayer de penser à une espèce de charte graphique commune pour les contenus du pack. Et puis, 2 autres bonus, c'est garantir une publication régulière parce que si vous pensez tous les contenus d'un coup en amont, vous allez pouvoir les étaler justement dans le temps. Et puis, évidemment, du coup, gagner en efficacité avec une approche beaucoup
plus industriel. Et donc, de tous ces mini-avantages, entre guillemets, on en retient trois gros qui ressortent. C'est d'augmenter le trafic organique, de générer plus de leads et de développer la fameuse autorité thématique. Alors c'est vrai que l'autorité thématique, on n'en entendait pas vraiment parler jusqu'à maintenant, mais elle commence à prendre de plus en plus de place dans les stratégies SEO et elle consiste simplement à la fiabilité et la pertinence d'un site sur un sujet donné. C'est-à-dire comment Google va pouvoir voir que votre site est le meilleur sur un sujet, donc vous faire remonter, savoir que c'est vous l'expert et vous faire passer devant la concurrence. Je prends un exemple ici qui est assez simple et assez parlant. Si on prend le mot-clé bien fait vélo sur la SERP en avril 2023, nous avions en première position Decathlon, un vendeur multisport, en seconde position Runtastic qui est une application de sport et ensuite des acteurs type assurance et médias. On se demande d'ailleurs où sont les spécialistes du vélo. Et bien justement, en juillet 2023, quand j'ai voulu refaire le test avec bien fait vélo, la SERP avait complètement bougé, les algorithmes Google avaient été mis à jour et on voit que nous avons deux acteurs qui sont des vendeurs spécialistes du vélo qui ressortent et qui ont déclassé Decathlon et Runtastic à la 3e et 4e place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui Google a privilégié un acteur qui est 100% dédié au vélo plutôt qu'un vendeur multisport ou une application. Et ça c'est très important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui des acteurs qui sont plus petits, qui ont un rang de domaine peut-être moins important, mais qui ont par contre une forte autorité thématique parce qu'ils ont bossé leur sujet de A à Z sous tous les angles, peuvent passer devant de plus gros acteurs justement en jouant sur leur autorité thématique. Pourquoi donc c'est fondamental de la travailler? Parce que comme on l'a vu, Google met très régulièrement à jour ses algorithmes et plus on avance, plus il devient des contenus de qualité et on le verra tout à l'heure avec l'IA, ça va arriver de plus en plus vite et ça va être de plus en plus essentiel pour vous de suivre ces mises à jour et de vous y adapter. Donc, vous allez aussi gagner la confiance des utilisateurs puisqu'ils vont vous voir comme un expert. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes en e-commerce, votre site et vos contenus doivent remplacer les vendeurs que l'on trouve dans une boutique. Donc là, en fait, c'est vos contenus qui vont jouer ce rôle-là et donner confiance aux utilisateurs pour qu'ils puissent convertir et acheter chez vous. On va aussi garder les utilisateurs, c'est-à-dire que vous allez créer un espèce de funnel de conversion, mais version vraiment sémantique et contenu, où vous allez attraper vos utilisateurs dès le début, les premières questions qu'ils se posent, et les faire monter petit à petit tout le long du funnel pour qu'ils arrivent justement à votre page de conversion, votre page catégorie, d'ajout au panier, etc. Donc ça, c'est hyper important de créer cette espèce de schéma de lecture pour qu'ils puissent vraiment rester chez vous. Et enfin, vous allez devenir une référence, un réflexe pour vos utilisateurs, c'est-à-dire qu'une personne, si je garde la thématique du vélo, qui va acheter son vélo chez vous, et peut-être que quand elle aura besoin de son équipement pour la pluie, etc., d'un garde-boue, elle reviendra chez vous parce qu'elle sait que vous avez des bons conseils, elle connaît votre brand, elle connaît la qualité de vos contenus et de vos conseils, et du coup, elle aura le réflexe de revenir se fournir chez vous. Comment on va travailler l'autorité thématique? C'est assez simple sur le papier. On va travailler les cocons sémantiques, mais de manière beaucoup plus approfondie dans le but de se démarquer. Aujourd'hui, ce qui va compter de plus en plus dans le contenu, c'est comment je me démarque de la concurrence, quel contenu je crée plus qualitatif pour passer devant les autres. Donc pour ça, vous allez faire intervenir des avis d'experts, des personnes qui sont expertes d'un sujet et qui vont venir parler chez vous, conseiller, faire des lives, faire des comparateurs, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme expert autour de vous d'un sujet pour venir créer du contenu. Vous allez faire du comparateur. Google adore les comparateurs, c'est-à-dire ces informations très claires sous forme de tableau. En un coup d'œil, vos utilisateurs et Google comprennent ce qu'il faut et ça, c'est super pour vous. Vous allez relier les contenus pour créer une logique de lecture. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un espèce de funnel de conversion, mais version contenu qui va passer de vraiment le awareness, l'informationnel jusqu'au transactionnel en guidant vos utilisateurs depuis les questions basiques jusqu'à la levée de frein et la conversion. Vous allez créer des infographies à partir d'exploitation de données si vous le pouvez. Donc faites des études, retravaillez-les, créez des infographies qui pourront être éventuellement repartagées sur les réseaux sociaux, etc. pour créer aussi du backlink et faire monter votre rang de domaine, etc. Donc là-dessus, vous avez tout à y gagner. Vous allez pouvoir faire des tutos. Ça, c'est extrêmement important, notamment dans le e-commerce pour tout ce qui est utilisation des produits, réparation des produits, entretien des produits. Tout ça, n'hésitez pas à bien le mettre en avant, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo avec du texte, tout ce qui peut aider vos utilisateurs autour de vos produits. Et enfin, des guides d'achat. On n'en parle pas assez, mais les guides d'achat sont très importants. Encore une fois, vos contenus remplacent les vendeurs qu'on peut trouver en boutique. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de contenus qui vont aider vos utilisateurs et vos clients à prendre des décisions sur votre site pour convertir. On passe à notre troisième sujet. On change complètement d'angle et on part sur le référencement vidéo.
Alors, on commence avec un petit peu de lecture, mais c'est des chiffres que je trouve vraiment hyper intéressants et pertinents à vous partager pour vraiment commencer la discussion sur ce sujet-là. Donc, 96% des entreprises disent que la vidéo les a permis de mieux faire comprendre les produits et services. 95% confirment que la vidéo les a aidés à améliorer leur brand awareness. 90% affirment que la vidéo les aide à générer des leads, donc c'est plutôt pas mal. Et 91% confirment que la vidéo leur a permis d'augmenter leur trafic organique. Et c'est surtout sur ce point-là qu'on va aller creuser un petit peu. Alors, dans le VSO, il y a plein d'avantages. Le premier, c'est que vous allez pouvoir obtenir plus d'emplacements Google. Pourquoi? Parce que vous allez apparaître non seulement sur la page de résultats classique, donc dans tous les résultats, vous allez également apparaître avec votre miniature sur les images, donc dans Google Images, et bien sûr dans l'emplacement vidéo. Vous allez améliorer l'expérience utilisateur, parce que c'est toujours très agréable forcément d'avoir une vidéo plutôt que de longs paragraphes de texte pour pouvoir expliquer une notion. Et donc, qui dit vidéo sur votre site dit généralement une augmentation du temps passé et une réduction du taux de rebond. Il y a aussi une augmentation du nombre de partages sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous utilisez votre vidéo pour la publier sur LinkedIn, vous pouvez pusher les gens, alors soit sur votre site, soit sur votre chaîne YouTube, mais dans tous les cas, c'est tout bénef. Vous avez une obtention plus facile de backlink également si la vidéo est reprise, et que vous fassiez des vidéos sur votre site ou sur YouTube ou les deux, ça change rien aux nombreux avantages de la vidéo en SEO. Ici, on voulait vous partager quelques tendances pour 2024. Bon, évidemment, le format Shorts, qui je pense est vraiment la grosse tendance avec TikTok, etc. Donc ici, voilà, c'est des vidéos de moins d'1 minute en général, sur lesquelles on va venir expliquer une notion particulière. Donc ici, c'est notre format TLDR chez Invox. Ensuite, on a l'UGC, donc des vidéos vraiment tournées vers la personne qui parle, l'utilisateur entre guillemets. Ici, c'est un format un petit peu plus corpo. C'est Invox We Trust, donc c'est nos collaborateurs qui passent justement devant la caméra pour aller raconter un petit peu, grâce à un jeu de questions-réponses, leur métier, leur personnalité, etc. Beaucoup de reviews et d'audits, notamment en SEO, on en voit beaucoup en ce moment. Donc là, pareil, c'est Guillaume du coup qui va présenter, aller analyser le blog Atlassian justement pour faire une review d'un point de vue content. On a aussi toutes les vidéos réponses à une problématique. Là, ça va permettre en fait de présenter votre produit. Donc ici, c'est Quabble qui est un éditeur de logiciels, mais à travers une problématique. Et en fait, c'est vraiment là où c'est intéressant. Donc ici, là, la personne nous explique que en 2023, on peut plus utiliser Excel pour enregistrer ses produits. Et donc, on a vraiment la démo Excel vs la solution Quabble. Donc, on voit directement les avantages. On peut avoir des présentations produits. Là encore, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui est un peu intemporel finalement. On va voir les interfaces, on va avoir une présentation des valeurs, etc., etc. Et puis, la dernière tendance, c'est l'accroche réseaux sociaux. Ici, c'est des petites vidéos courtes, généralement 30 secondes à peu près, sur lesquelles on va venir extrapoler sur un point particulier du post qu'on a poussé. Et donc, ça va permettre d'apporter un petit peu de liant finalement et de donner un peu plus d'infos sur un point plus spécifique. Quelques exemples de vidéos en action. Donc le premier exemple que vous pouvez voir, c'est la page LinkedIn d'Invox, sur laquelle on a placé un lien pour pusher vers notre chaîne YouTube. Alors vous pouvez aussi le faire vers votre site, ça change rien du tout, mais voilà, ça permet de récolter des stats et c'est intéressant comme mécanique. La deuxième, c'est de placer des vidéos directement dans vos contenus pour justement augmenter l'attractivité, avoir les gains dont on parlait tout à l'heure, donc une augmentation du temps passé, une réduction du taux de rebond, etc. Et puis la dernière, c'est aussi, on y pense moins, c'est récolter du feedback. C'est hyper important aussi. Donc là, je vous donne un exemple. C'est un commentaire en fait qui est issu de la vidéo de présentation d'Invox sur sa chaîne YouTube qui date d'il y a 6 ans et dans lequel Isabelle nous dit super contente de l'ouverture de cette chaîne. Par contre, il y a beaucoup d'anglicismes. J'ai l'impression d'entendre du Jean-Claude Van Damme. Pourquoi ne pas traduire les termes ou faire un glossaire? Et oui, effectivement, en marketing digital, on en a beaucoup. Et effectivement, de cette belle idée est né du coup le glossaire Invox qu'on enrichit encore aujourd'hui 6 ans après et qui est en fait devenu une part hyper importante et stratégique de nos dispositifs SEO. Donc pensez aussi qu'il y a un lien avec votre audience et que vous pouvez aller récolter du feedback. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment on fait concrètement pour optimiser ces vidéos pour le SEO? On vous a fait une petite checklist.
Le premier critère, et je pense, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est d'aller choisir des mots-clés pertinents dans vos titres et dans vos descriptions. En fait, comme en SEO et comme pour du contenu texte, vous allez devoir choisir un mot-clé principal sur lequel vous positionnez et donc du coup le répéter dans votre titre et dans votre description. Vous pouvez ajouter des sous-titres pour faciliter la compréhension. C'est hyper important. On sait qu'à peu près 70 à 80% des personnes regardent aujourd'hui les vidéos sans son. Donc forcément, s'il n'y a pas de sous-titres, la vidéo sera zappée. Alors que dès qu'on voit qu'il y a un sous-titre, on va rester dessus et on va essayer de la regarder même sans le son. Donc hyper important les sous-titres aujourd'hui. Ouais, je fais partie de ces gens aussi. Produire du contenu attrayant et authentique. Là, on est comme sur une version texte. Aujourd'hui, on peut plus faire du SEO comme il y a 10 ans. L'important, c'est vraiment la qualité de contenu, encore une fois. Créer et choisir une miniature de qualité. Pourquoi ? Parce que plus votre miniature va être soignée, plus généralement, elle donnera envie de cliquer. Et donc, plus votre vidéo va être cliquée, plus Google vous fera remonter dans les positions organiques, donc sur la page de résultats, mais également sur YouTube. Intégrer la vidéo sur une page web publique, alors évidemment ça coûte de source, mais on le redit au cas où, donc bien accessible dans votre fichier robot.txt et bien sûr sans balise méta no index. Utiliser une balise HTML appropriée, donc il en existe plein, vidéo, embed, iframe, object, c'est vous qui voyez. Nous chez Invox en tout cas on utilise beaucoup la vidéo quand on veut intégrer une vidéo qui est hébergée par exemple sur notre ordinateur, ou de l'iframe pour intégrer directement une vidéo dans un de nos contenus depuis YouTube par exemple. Fournir des données structurées, ça peut être intéressant. Petit point d'attention là-dessus, vous savez peut-être que Google fait marche arrière sur les données structurées des FAQ. Elles ne vont plus être autant prises en compte, voire supprimées, sauf pour les gros sites d'autorité comme la santé, la finance, etc. Donc à voir si ça reste pertinent dans le temps. Pour l'instant, vous pouvez continuer d'en utiliser. Et puis, dernier point, c'est créer un sitemap vidéo. Ça peut être intéressant dans le sens où si vous avez énormément de vidéos sur votre site, ça va permettre à Google de vraiment mieux comprendre la structure de votre site, savoir où les pages, où les vidéos sont hébergées. Mais si vous avez peu de vidéos, ça peut demander du temps, etc. Et c'est parfois compliqué de créer un sitemap vidéo. Donc, vous pouvez totalement aller ajouter des balises de suivi dans votre sitemap standard. Ça se fait aussi très bien. Dernier petit conseil, on sait que créer une vidéo, exploiter une vidéo, ça peut être chronophage, ça peut être long parce qu'il faut tourner, il faut monter, il faut mixer, etc. Donc n'hésitez pas, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Content Kit, à penser vos vidéos en Content Kit, c'est-à-dire d'une même vidéo que vous avez postée sur YouTube, pouvoir découler des stories, un post Instagram, un Reel, un TikTok, quelque chose qui vous fera en fait faire un seul tournage, mais derrière un montage, un recadrage qui vous permettra d'utiliser la vidéo sur divers formats et divers supports. Exactement, on parlait du Content Kit tout à l'heure, finalement il s'applique aussi à la vidéo parfaitement. Il est donc temps de passer aux critères EEAT. Les critères EEAT, donc, ce sont des critères pris en compte par Google pour déterminer la fiabilité de certains sites et de leur contenu et les classer dans les SERP. Ceci étant dit, on va un peu expliciter tout ça et voir ensemble comment on s'occupe de l'EEAT, qui est concerné et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a besoin de répondre à ces critères. La première des choses à savoir, c'est que c'est un petit historique de l'EEAT. En 2018, Google met en place ses premiers critères EAT, donc suite à une espèce de colère montante des utilisateurs, notamment à cause des résultats sur tous les contenus portant sur la santé et le médical. Donc Google est obligé de faire du tri et met en place dans ses algorithmes ces critères-là, Expertise, Authority et le dernier que je suis ravi de prononcer en direct, Trustworthiness, qui vont permettre de faire tomber certains sites aux informations pas vraiment pertinentes et de faire remonter d'autres sites beaucoup plus qualifiés pour parler de certains sujets. Google fait évoluer ces critères en 2022, en décembre exactement, en rajoutant un dernier E, le E de expérience. Et on voit d'ailleurs dans la dernière core update du mois d'août que ce E de expérience est enfin pris en compte. Il a été mis en place en décembre. Il est pris en compte en août, le temps que tous les sites puissent se mettre à la page. Et aujourd'hui, on voit des sites qui gagnent énormément en trafic et en position parce qu'ils respectent ce critère. On va voir maintenant quels sont les sites qui sont concernés. C'est les sites que l'on appelle les sites Your Money, Your Life, YMYL. Et là, c'est tous les sites qui ont un impact sur le bien-être, la vie, les finances des personnes. Donc, c'est énormément de sites.
que ce soit bancaire, que ce soit actu, que ce soit information juridique, que ce soit les e-commerce, que ce soit assurance, enfin tout ce qui vraiment peut avoir un impact sur vos utilisateurs. Énormément de sites sont concernés. Je vous invite à bien vérifier si vous rentrez dans cette catégorie de sites pour pouvoir vous mettre à jour de ces critères EEAT et donc respecter les critères Google et espérer remonter. En 2024, on ne pourra vraiment plus s'en passer. Encore une fois, l'IA arrive et on sait tous que nos contenus vont devoir vraiment de plus en plus respecter les critères Google à la page et à la lettre pour pouvoir remonter. On va voir maintenant comment mettre en place ces critères EEAT sur votre site internet avec plusieurs exemples. Pour ce qui est de l'expérience, alors là c'est le dernier E, c'est vraiment montrer que sur votre site internet, sur vos contenus, ce sont des personnes qui ont testé ce que vous vendez, qui ont testé ce que vous proposez et en témoignent. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est admettons vous voulez préparer un voyage aux Canaries à Tenerife. Est-ce que vous allez voir la page Wikipédia de Tenerife ou est-ce que vous allez trouver le blog du Globetrotter qui est parti pendant une semaine, qui a testé plusieurs restaurants, hôtels, activités, qui donnent leur prix, quand est-ce qu'on peut les faire, avec quelle compagnie, s'il a aimé, s'il n'a pas aimé, etc. Forcément, vous allez voir plutôt le Globetrotter. Ben là, c'est pareil. Encore une fois, vos clients, vos utilisateurs ont besoin de voir que les produits ont été testés et approuvés. Et ici, on a 3 exemples qui sont parfaits, avec un premier sur des restaurants qui sont testés par des personnes lambda comme vous et moi et qui donnent leur avis. Donc, ils y vont de manière anonyme, ils donnent leur avis et du coup, forcément, on a envie de les croire et on a envie de leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas payés pour le faire. Juste en dessous, c'est une blogueuse lyonnaise. Je suis un peu chauvin, donc j'ai pris des exemples lyonnais. Qui va aller tester diverses randonnées, auberges, etc. et en rendre compte sur son blog pour les personnes qui aiment le outdoor et qui ont envie de vrais conseils. Et quand elle n'aime pas, elle le dit. Quand elle aime, elle le dit. Donc, c'est hyper bien pour les utilisateurs. Et enfin, tout en bas, c'est un site qui propose des rééquilibrages alimentaires. Et là, lui, il coche toutes les cases puisqu'en plus, il fait une vidéo. Donc là, c'est top au niveau SEO et niveau pour les clients. Enfin, en tout cas, c'est génial. On voit que c'est une personne qui témoigne, on a son âge, on voit qu'elle a perdu 32 kilos en 5 mois, qu'il n'y a pas de mise en scène sur la vidéo, elle fait ça dans son salon, donc ça a l'air très sincère et naturel, et ça fonctionne hyper bien au niveau de l'expérience. Donc n'hésitez pas à faire témoigner vos clients, etc. pour que les autres utilisateurs aient confiance et souhaitent du coup vous faire confiance aussi. Pour le côté expertise, là on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique avec le besoin de montrer que vous êtes pertinent pour parler d'un sujet. Donc vous avez vraiment l'expertise, les diplômes, le métier qu'il faut pour parler d'un sujet. Pour ça, on a encore 3 exemples avec un premier sur une équipe de diététiciens qui va parler pour Saveur et Vie, qui est une entreprise qui fait du portage de repas pour les seniors. Donc là, on voit que ce sont des diététiciens qui créent les menus, qui conseillent, qui écrivent des contenus sur la diététique, etc. Et ils ont une page qui leur est réservée où on les présente avec un lien vers leur LinkedIn, un lien vers des articles qu'ils peuvent écrire ou des livres. Et ça, c'est hyper important. Faire une page expert aujourd'hui sur votre site va devenir vraiment essentiel pour présenter les personnes qui écrivent pour vous. Dans un deuxième cas, là, on est plutôt sur un blog qui va parler de l'apnée du sommeil et on voit qu'ils ont un comité de rédaction qui est composé de médecins qui vont relire et approuver les contenus. Donc, ça donne une grosse autorité, une grosse expertise, qui mieux que des médecins pour parler de santé après tout. Et le dernier, c'est le côté plutôt, si vous n'avez pas forcément les moyens de faire intervenir des experts, parce qu'effectivement, ça peut avoir un coût. Dans ces cas-là, pensez à bien vous documenter, à bien sourcer et à donner vos sources. C'est hyper important que Google puisse savoir que si vous donnez une information, vous l'avez trouvée sur quelque chose de sûr. Donc, ce soit un Google Book, un article, une interview que vous avez pu voir sur Internet ou dans un journal. Il faut vraiment toujours donner vos sources et montrer que vos informations, vous ne les sortez pas de votre chapeau, mais vous avez fait des recherches et vous êtes allé plus loin que les personnes qui vont se contenter de redonner des données qu'elles ont bêtement recopiées. Pour le côté autorité, on en reparlera tout à l'heure plus en détail parce que là, on arrive vraiment sur le côté netlinking. Donc, c'est vraiment obtenir des liens par des partenaires, par d'autres blogs, d'autres sites qui ramènent sur votre nom de domaine à vous. Typiquement, ici, on a La Provence qui a fait un article sur l'immobilier et qui, du coup, fait un lien à Bail Facile autour de ce sujet-là. Et juste en dessous, pareil, avec La Forêt. Donc, voilà, essayez de créer du contenu, de vous faire connaître pour que des journaux, d'autres sites Internet aient envie de vous citer comme source. Et c'est là que, en travaillant justement votre autorité thématique, vous allez être de plus en plus sollicité parce que vous allez devenir l'expert incontournable d'un sujet.
Et enfin, chose pour Cines, ça fait 2 fois, on arrive vraiment sur ce qui concerne plutôt les e-commerce, avec vraiment ce besoin de montrer patte blanche, mais là, ça va être autant pour Google que pour vos clients. Mettez-vous à la place des deux, il faut gagner la confiance des deux avec de l'avis client. C'est très important de toujours avoir un carrousel qui défile avec des avis clients, que ce soit par Trustpilot ou en interne. N'hésitez pas à bien les mettre en avant et surtout à y répondre. Qu'ils soient positifs et surtout négatifs, il faut toujours aller montrer, et ça c'est l'ancien chargé de clientèle en service client qui vous parle, il faut toujours aller montrer ce que vous avez mis en place pour répondre à un client quand il n'est pas content. Et c'est hyper important pour que vos clients aient confiance en vous. Les paiements sécurisés, évidemment, en 2023 et en 2024, je pense que personne ne met sa carte de crédit si on n'est pas sûr que le paiement est sécurisé. Les livraisons et retours, très important d'avoir une politique de retour parce que simplement, on aime bien quand on commande savoir que si on a un problème avec n'importe quel article, on pourra le retourner facilement et en connaître les modalités. Est-ce que ça nous coûtait de l'argent ou non, peu importe, mais dans tous les cas, il faut que le client le sache et Google aime que tout soit très transparent avec les clients. Et enfin, les conditions générales de vente, ça c'est obligatoire, mais elles sont souvent pas très visibles, donc n'hésitez pas à bien les mettre visibles et à ce qu'elles soient bien présentes évidemment sur votre site. Et je pense qu'on a fini pour le EAT. Je vous rappelle encore une fois que vous avez la boîte à questions à gauche du chat, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On verra ça juste à la fin de la présentation. On passe maintenant à l'IA et Google Search. Donc c'est le sujet brûlant de cette année 2023 et en 2024, ça va être bien pire, puisque comme vous savez en fait, pas d'ailleurs, Google est en train de tester donc un générateur d'IA sur le Google Search aux États-Unis. Ce n'est pas encore arrivé en France, mais on y vient. Donc pour l'instant, on a un peu résumé la situation par cette phrase de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que Google est très obscur sur la question. Il tâtonne, nous aussi. C'est encore tout nouveau. Les informations sortent au compte-gouttes. Comme je vous l'ai dit, c'est en test aux États-Unis. Ce n'est pas encore arrivé en Europe. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Et du coup, les seuls indices que l'on a, c'est via des professionnels du SEO qui font des tests en utilisant des VPN pour se connecter aux États-Unis. D'ailleurs, Nicolas Nguyen, cofondateur de SAMJ, a partagé sur son LinkedIn une petite technique en 5 étapes pour réussir à tester justement cette IA dans Google Search. Donc n'hésitez pas à aller sur son LinkedIn, vous descendez un petit peu, puis vous devriez retrouver le post. Et sinon, on peut vous le mettre aussi en lien dans les commentaires. J'aimerais juste rajouter sur cette partie-là un fait qui est quand même assez intéressant, c'est que vous savez sûrement déjà que Google fête ses 25 ans cette année, donc là au mois de septembre, et Sundar Pichai, du coup, qui est le CEO de Google, a publié une tribune sur le blog Google dans lequel il rappelle en fait tout ce qu'a fait Google depuis ses 25 ans, comment ils ont sauvé le monde, etc., etc. Mais il explique également que l'IA va prendre une énorme place chez Google dans les prochaines années. Et il dit une phrase qui est hyper marquante. Il dit dans quelques années, Google va devenir une entreprise qui est IA first. Et donc ça, c'est hyper marquant. Et aujourd'hui, oui, on va devoir s'adapter. On est encore qu'au tout début, mais effectivement, on peut déjà penser qu'en SEO, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et justement, qu'est-ce que ça va changer tout ça de ce que l'on sait? Je crois qu'on va aller excuse-moi. à peine trop vite. Non. Hop, excusez-nous, on a deux slides inversées. C'est pas grave. Ce que ça va changer donc pour Google, c'est que Google va se servir dans les contenus pour aller générer une réponse complète pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur tape un mot-clé, clique sur un lien et va lire le contenu. Là, maintenant, ça va être Google qui va aller se servir dans les différents contenus et générer une réponse à l'utilisateur. Donc, ça change bien des choses pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de sources de plus en plus fiables et toujours plus pertinentes. Donc, on repense à l'EAT, on repense à l'autorité thématique parce que justement, vous allez devoir prouver que c'est vous le meilleur pour générer cette réponse. Après, il faut savoir que Google, quand même, cherche à trouver un peu un équilibre pour les utilisateurs, puisque Google gagne de l'argent quand vous restez sur Google, mais Google, vous venez sur Google parce qu'il y a du contenu créé. Donc, si Google vous garde trop sur les résultats sans ramener du trafic aux créateurs de contenu, forcément, les créateurs de contenu auront de moins en moins envie d'en créer et Google n'aura plus de réponse à vous donner. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue là-dessus et Google est en train de chercher l'équilibre et on le verra, sa feature évolue un petit peu au jour le jour pour répondre aux exigences aussi des créateurs de contenu. De votre côté, qu'est-ce que ça va changer? Vous allez toujours devoir travailler plus votre autorité thématique et respecter les critères de Google pour vous tenir à jour et être sûr de ne pas tomber dans l'oubli et dans les SERP. Surveiller les évolutions pour vous y adapter ou vous faire accompagner, c'est là que c'est super intéressant. Par exemple, de mon côté, j'accompagne mes clients à ce changement parce que nous, on y est formés et on sait ce qui arrive. Et du coup, forcément, quand j'ai un client, je le conseille là-dessus. Et du coup, ils anticipent un peu la création de leur contenu pour répondre à ces futurs critères qui arrivent. Vous allez devoir
avoir vraiment la nécessité aujourd'hui d'être dans le top 3 de la SERP. Si avant, effectivement, c'est toujours intéressant parce que c'est là où on a le plus de trafic, mais aujourd'hui, il faut savoir que le bandeau de l'IA va prendre de la place. Si en plus, on rajoute, par exemple, des contenus sponsorisés au-dessus, les contenus naturels vont tomber vraiment très bas dans les SERP. Donc, il va vraiment falloir vous battre et créer du contenu toujours plus qualitatif, pertinent et qui se démarque de la concurrence pour remonter dans ce top 3, pour être visible. Et donc, voilà, forcément, faire du gain d'information pour gagner au niveau de vos places. Et du coup, on doit revenir en arrière. Oui, on revient en arrière. On voit que Google n'est pas le premier sur l'IA, loin de là, ils se sont fait doubler par Bing. Et du coup, ils essaient de rattraper leur retard. Et du coup, ils ont une feature qui évolue sans cesse. Par exemple, de base, sur la génération des résultats, il n'y avait pas du tout de lien vers les sites créateurs de contenu. Il y avait les trois petites vignettes que vous voyez sur la droite, mais il n'y avait pas du tout de lien qui allait amener vers le contenu. D'ailleurs, je crois que ces liens ont évolué depuis. Oui, totalement. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est à droite, avant, on avait un lien hypertexte classique qui s'affichait en fait pour montrer la source de ce que citait la SGE. Et en fait, il y a eu une petite montée aux poudres aux États-Unis, puisque c'est là-bas que Google du coup teste l'apparence de la SGE, donc en faisant quelques changements, etc. pour définir la version officielle. Et maintenant, on a une espèce d'accordéon en fait pour pouvoir, à cliquer en fait, à déplier pour pouvoir voir apparaître la source. Et donc ça pose problème aux propriétaires de sites parce qu'il va falloir justement demander une action supplémentaire à l'utilisateur pour aller voir la source et donc potentiellement cliquer sur le site internet. Mais bon, on reste calme parce que ça fait que changer l'affichage de la SGE. On ne sait pas encore à quoi il va ressembler quand il va arriver en France. Donc pour l'instant, on attend. Il n'a pas encore été annoncé, donc c'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans le flou. Et on voit aussi que récemment, Google a ajouté donc pour tout ce qui est tutoriel des vidéos. Donc là, on en revient encore une fois à la vidéo, très importante parce que imaginez si c'était votre vidéo qui sortait ici directement sur un résultat comme ça, c'est parfait pour vous. Donc on voit qu'on a d'abord un résultat textuel qui nous explique, je crois que c'est le saut périlleux arrière, comment faire un saut périlleux arrière, et puis derrière, on a une vidéo tuto. Donc faites des vidéos, mettez-vous à la page là-dessus, c'est hyper important pour vous. On passe à notre sixième sujet, faire des reportings efficaces et notamment un petit zoom sur le plan de tagage. Alors, on part de la base de la base. Le reporting, pourquoi faire? Tout simplement pour trois objectifs principaux. D'abord, suivre et analyser, donc que ce soit sur l'année, vos stats, également sur un dispositif ou une opération particulière. Ensuite, ce qu'on va vouloir voir, c'est détecter ce qui marche et ce qui marche pas, donc ce que vous savez bien faire et ce que vous savez, ce que vous pouvez améliorer plutôt que pas faire. Et puis corriger ou reproduire, évidemment, dans une logique d'amélioration continue. Avant de mettre en place votre reporting, je voulais faire un point sur l'étape 0, c'est celle de choisir sa solution d'analytics. Un sujet un petit peu brûlant. Il y en a évidemment plein qui existent sur le marché, même si on va pas se mentir, GA mange un peu le gâteau tout seul, on le voit au niveau des parts de marché. Le truc, c'est que depuis que GA3 a fait sa passation à GA4, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont pas contents de l'interface, des changements qui ont été effectués, et du coup, il y a eu quand même pas mal de migrations vers des nouveaux outils. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si jamais vous avez migré vers un autre outil que Google Analytics. On est curieux de savoir vers lequel vous vous penchez. Vu que vous voyez les chiffres ici, on voit que Google Analytics garde une grosse part de marché, mais on sait que c'est voué à évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous songez à partir et pour quel outil d'analytique. Ouais. Nous, du coup, chez Invox, en complément de Google Analytics, donc on a toujours sur la version GA4, on a installé Matomo. Et du coup, c'est vraiment un outil que moi je préfère en tout cas en tant que consultante, qui est beaucoup plus fiable parce que déjà il n'est pas soumis au consentement, etc. Donc au niveau des cookies, vous n'avez pas de problème, vous avez le vrai trafic, on va dire, qui ressort en termes de chiffres. C'est une solution qui est française, qui est agrégée par la CNIL, etc. Donc il y a plein d'avantages. Et en fait, c'est là où on se dit, dans des situations comme ça, avec la passation GA3, GA4, allez vous ouvrir aussi à d'autres solutions, regardez un peu ce qui se passe sur le marché, ça peut être hyper intéressant. Maintenant que vous avez choisi, on va dire, votre outil d'analytics,
il y a un petit bug, hop, vous nous revoyez, ouais. Maintenant que vous avez choisi votre solution d'analytics, vous pouvez aller mettre en place un plan de tagage. Tout simplement pour définir, pour ceux qui connaissent pas, le plan de tagage, c'est un document, souvent au format G-Sheet, Excel, peu importe. C'est un document hyper simple, qui est pas très compliqué, dans lequel on va venir recenser différents objectifs et KPI qui sont plus spécifiques que ceux qui sont suivis de manière automatique, on va dire, par les solutions d'analytics. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment définir du coup dans ce document les objectifs et les KPI à mesurer. Ça peut être par exemple des clics sur des CTA, des remplissages de forms, des clics sur des liens de maillage interne qui vont drainer justement vers des pages stratégiques, etc., etc. Enfin, ça peut être très divers au niveau des objectifs et des KPI. Ensuite, vous allez devoir sélectionner et organiser votre dispositif de tracking. Pourquoi ? Parce qu'une solution d'analytics toute seule, bon, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Déjà, pour l'implémenter, vous allez avoir besoin de Tag Manager, ou en tout cas solution équivalente dans tous les cas. Et puis, si vous utilisez donc GA ou alors une solution de plateforme de marketing automation, vous allez aussi avoir besoin d'un outil de récolte des consentements et d'acceptation des cookies, comme Acceptio par exemple. Donc en fait, le but ici, c'est vraiment de penser à toute votre stack d'outils pour la mettre en place et tout faire corréler au moment où vous allez implémenter tout ça. Ensuite, on formalise le plan de tagage sur un document. Je vous en dis pas trop parce qu'on va voir un exemple juste après. Et on implémente le plan de tagage. Alors là, pareil, c'est plutôt le développeur qui va s'en occuper parce qu'on est sur la partie assez technique. Mais c'est les équipes marketing ou le consultant, la consultante SEO qui pourra remplir les colonnes plus faciles, entre guillemets. Donc tout ce qui va être KPI, etc. Alors du coup, ça donne quoi ? Un exemple du plan de tagage Invox. Alors évidemment, ici, vous le voyez pas en entier. Il y a que les premières lignes qui s'affichent et j'ai enlevé toutes les colonnes vraiment techniques qui s'adressent aux développeurs pour qu'on se concentre plutôt sur les colonnes marketing, on va dire. Donc, vous pouvez avoir une première colonne priorité pour pouvoir mettre un peu d'ordre sur ce que vous voulez suivre et organiser aussi vos reporting. La colonne KPI ou objectif, donc c'est là où vous allez reporter tous les événements qui sont collectés automatiquement dans votre solution d'analytics et aussi ajouter les événements que vous voulez collecter de manière plus personnelle. Vous allez mettre les types de pages concernées. Alors, est-ce que c'est toutes les pages du site? Est-ce que c'est, la page contact, le blog, etc., etc. Le type d'événement, bien sûr, à indiquer, le nom de l'événement pour qu'on puisse l'implémenter et la méthode de collecte. Et puis après, le développeur remplira toutes les autres colonnes. Je souhaite bon courage. Oui. Il est temps de passer à notre dernier chapitre et pas des moindres puisqu'il s'agit du netlinking et surtout d'un netlinking qualitatif. Vous le savez sans doute, le netlinking c'est le troisième pilier du SEO, il ne faut absolument pas le négliger et on va vous donner quelques tips pour mieux vous en sortir sur ce pilier-là. Alors, il y a diverses façons de faire du netlinking. À savoir, vous pouvez acheter des liens. C'est censé non, c'est interdit par Google sur le principe. Donc, attention quand vous passez par cette technique-là, de bien le faire, de le faire discrètement et de manière qualitative, puisque vous pouvez donc du coup être sanctionné pour ça. Vous pouvez faire des échanges et demandes. Donc là, c'est échange de bons procédés avec un autre nom de domaine, un autre site internet, un partenaire qui va vous faire un lien à qui vous allez potentiellement faire un lien. Ou encore, vous pouvez faire par exemple du guest blogging, je vais y arriver. C'est-à-dire que en tant qu'expert, par exemple Nicolas Nguyen, expert SEO, va aller parler sur un site partenaire et du coup va avoir un lien vers le site de SMJ pour en échange de sa parole sur un autre site sur un sujet. Donc ça c'est hyper intéressant pour vous parce que déjà vous apportez une expertise, votre expertise sur un autre site avec une cible qui n'est pas forcément la vôtre de base et qui pourra vous découvrir et du coup découvrir votre site internet tout en faisant monter votre rang de domaine. Donc tout le monde y gagne. Ouais. Puis deux autres manières de faire du netlinking. La première, c'est les mentions non liées. Donc c'est tout simplement aller chercher qui parle de vous, mais sans vous faire de lien. Donc vous pouvez tout à fait faire une recherche classique sur Google pour aller taper un peu votre nom de marque, etc. et voir s'il y a des gens qui vous font pas de lien et aller le réclamer. Et vous pouvez aussi utiliser la recherche avancée pour pouvoir aller chercher les mentions non liées. La recherche avancée, c'est tout simplement des commandes spécifiques, des formules que vous allez rentrer directement sur Google, donc sur la page de résultats, dans la barre de recherche, et qui vont permettre d'afficher des résultats beaucoup plus pertinents et spécifiques. Donc ça peut vous servir par exemple à aller chercher un domaine sur lequel faire un échange de backlink ou faire une demande. Ça peut vous aider à trouver une encre spécifique, etc., etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller l'utiliser en netlinking.
Ensuite, il va falloir savoir choisir ses partenaires avec quelques critères à respecter. Le premier étant la correspondance des domaines. Effectivement, si vous vendez des piscines, n'allez pas demander un lien à un site qui vend des tracteurs. Oui. Ça n'a pas de rapport, ça ne passera pas, c'est pas naturel. Vérifiez bien l'ancienneté du domaine. Plus un domaine est ancien, plus il a une chance d'avoir un rang de domaine important et donc vous apportez du jeu SEO et du coup une bonne autorité. Du coup, l'authority score, forcément, il faut aller le regarder. Plus un site internet a un nom de domaine, a un fort authority score, plus il a du jeu SEO à vous donner. Et enfin, le nombre de backlinks du domaine. Parce que, effectivement, même si un site internet a un très grand authority score, il faut savoir que chaque lien va un peu diluer son jeu SEO. Et s'il fait 300 000 liens, forcément, le jeu SEO qu'il peut dispenser sera divisé en autant de liens qu'il aura fait sur d'autres sites internet. Donc, faites attention à ça. Gros authority score ne veut pas forcément dire que vous avez récupéré beaucoup de jeux SEO. Regardez bien le nombre de backlinks déjà présents. Hop. On termine avec quelques règles à connaître. D'abord, la première, c'est vraiment varier les formats de liens. Vous savez que vous pouvez poser en fait vos encres sur du texte, de l'image, du frame, du sponsor, de l'UGC, peu importe. Moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de faire une balance entre le texte et l'image parce que c'est ce qui va être ce qui va avoir le plus de valeur en fait aux yeux de Google. Donc, essayez de créer une espèce de balance, toujours en donnant quand même un petit peu plus de force au texte. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi d'aller travailler les images pour ressortir sur Google Images. On entend beaucoup de choses sur la répartition follow, no follow. Pour moi, c'est un mythe et c'est confirmé d'ailleurs par John Mueller, qui est senior search analyst du coup chez Google. Et qui explique qu'en fait, il n'existe pas de valeur universelle pour le ratio follow-no follow. Alors oui, effectivement, vous allez avoir besoin d'acquérir des liens follow puisque c'est ceux qui transmettent la puissance SEO, donc contrairement aux liens no follow. Mais si vous avez un profil de lien à 100% en follow, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc là aussi, il faut essayer de créer une espèce de balance pour savoir si vous devez avoir plus de liens follow que no follow. Vous pouvez aller regarder ce qui se passe chez la concurrence parce que ça va dépendre aussi de votre secteur d'activité. Et puis aussi, bien sûr, regardez votre stratégie au moment T, de quoi vous avez besoin, est-ce que vous êtes en quête d'autorité, etc., etc. Beaucoup plus rationnels sont mon mauvais jeu de mots. Les ratios d'encre, donc là, 3% maximum doivent être sur des mots-clés qui sont stratégiques pour vous, donc par exemple des mots-clés principaux, etc., que vous allez vouloir pousser dans le backlink. 5% sur de la longue traîne, donc des mots-clés de plus de 3 mots. Et 92% restants sur des URL brutes et des variantes d'URL, donc ça va être tout ce qui va être par exemple le nom de la marque, des cliquez ici, voir plus, etc., etc. Quelques conseils également sur, comme l'avait dit Marc Aurèle, ne faire des liens qu'avec des domaines à la même expertise, parce que si vous avez deux thématiques qui sont pas du tout concordantes, Google peut complètement ignorer votre backlink, donc c'est dommage, surtout si vous l'avez payé en plus de ça. Ne pas faire des liens qu'entre vos différents sites, évidemment c'est tentant, mais il y a un moment où pareil, vous finirez par vous faire avoir. Ne pas recevoir de trop gros liens sans en avoir la légitimité, ça c'est vraiment un bon conseil parce que on a tout de suite envie de commencer du netlinking dès qu'on a un nouveau site par exemple, mais faites-le dans dans l'ordre des 3 piliers du SEO. Commencez par le côté technique, vérifiez que vous n'avez pas de problème sur votre site, etc. Produisez du bon contenu parce que sinon vous n'allez rien avoir à aller pousser, et ensuite bien sûr vous pouvez aller acquérir des backlinks, donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne pas recevoir non plus trop de liens des mêmes sources et douteuses, c'est aussi important parce que ça donne le sentiment d'un profil qui n'est pas naturel. Idem, intervalle régulier, par vague, tout ça on arrête parce que ça rend le profil pas du tout naturel. Et un dernier tips, une tendance qui peut monter de plus en plus, c'est les échanges tripartites. Donc avant on était plus dans une logique de tu me fais un lien, je t'en fais un, sauf que les mises à jour Penguin, etc. se renforcent. Donc il y a une tendance qui a émergé, c'est celle des échanges tripartites dans lesquels en fait A va faire un lien à B, B va faire un lien à C et C va faire un lien à A. Donc c'est beaucoup plus compliqué évidemment à les mettre en place, mais par contre ça peut être pertinent si par exemple vous êtes dans une stratégie où vous voulez acquérir beaucoup de backlinks. Je pense que pour conclure là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que comme vous le voyez, le netlinking, c'est un sujet qui est très technique, qui est essentiel pour vous. Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous vous dites que vous n'avez pas les épaules pour bien le faire, et c'est pas grave, faites-vous accompagner, c'est hyper important là-dessus. Ouais. Un mauvais netlinking va vous coûter très cher et ne vous rapportera rien, donc c'est dommage. Donc, en cas de doute, faites-vous accompagner, c'est encore le mieux.
Voilà. C'est déjà la fin, ouais, c'est passé vite, on n'a pas vu le temps passer. Et du coup, merci à toutes et à tous. Et puis, on va répondre un petit peu à vos Il nous questions. reste une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Vas-y, je te laisse faire. On a le petit onglet. Alors, pouvez-vous réexpliquer le ratio? Alors, non, je vais les trier, par vote. Oui, pardon, excusez-nous. Hop. Alors, la première question, démarrer la réponse en direct. Refresh content, la bonne pratique veut-elle que l'on update la date de l'article ou que la date initiale soit laissée, dans le cas où l'article ne répond pas à une période précise? Alors, on répond, hop. Alors, très bonne question. Moi, je suis pas d'avis à aller changer la date du contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les robots de crawl vont se rendre compte que vous avez optimisé votre contenu. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'aller modifier la date. Et en plus de ça, ça peut être aussi un signal positif que la date soit ancienne, entre guillemets, parce que ça montre que votre contenu est présent depuis longtemps sur les pages de résultats. Par contre, faites bien apparaître la mention mise à jour oui. le avec la date de mise à jour. Exactement. Ça, c'est hyper important. Alors... Comment s'organiser? Ah, pardon, je fouillerai de lire avant de... La redirection de la page YouTube n'est pas négative pour l'algorithme LinkedIn. Alors, très bonne question. Franchement, je suis pas une experte social media, donc je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'indications. Je pense pas parce que, notamment en ce moment, on voit qu'il y a énormément de vidéos qui tournent sur LinkedIn, et que ça a l'air d'augmenter énormément le reach. Donc, je pense que c'est plutôt positif, au contraire. À voir. Franchement, je demanderai à nos social media managers et on a écrit chez Invox un article, on va écrire un article récap avec toutes vos questions parce qu'on ne pourra pas répondre à tout. Je la reprendrai et je donnerai plus d'indications. J'avais sauté une question, pardon. Hop. Bonjour, existe-t-il un outil pour vérifier rapidement que notre site respecte le EEAT? Alors, à ma connaissance, non. Il n'y en a pas. C'est simplement en fait connaître les critères déjà et vérifier justement si ces critères sont présents. Vous trouverez des checklists qui peuvent exister. On en a une d'ailleurs CMJ où vous verrez clairement qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre site internet, mettre en place sur votre site internet pour justement respecter ces critères. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'outils qui le permettent. Ouais, vous pouvez. En fait, c'est à vous aussi d'aller sur vos contenus. C'est des choses toutes simples. Par exemple, je sais pas, vous avez des cocons sémantiques, des pages piliers. Allez regarder, par exemple, si vous avez bien des encadrés avis d'experts. Tout ça, c'est des choses qui sont prises dans la sémantique, qui sont pris en compte dans la sémantique aussi pour juger les critères EEAT. Bien sûr, appeler l'encadré avec l'auteur, la date de l'article, etc. Tout ça, c'est des petits conseils que vous pouvez aller auditer vous-même pour être sûr de bien respecter les critères EEAT. Si vous êtes très motivé, il y a le guidebook de Google de 80 pages en anglais. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Hop, tac, donc c'est bien répondu. Comment s'organiser pour updater un très grand nombre d'articles? Alors, il faut prioriser, évidemment. On commence par faire un content map, savoir où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre stratégie à venir, est-ce qu'on a des sujets qui ont une saisonnalité ou non, parce que il faut penser qu'il y a toujours une latence entre le moment où vous allez optimiser et le moment où ça va performer. Donc, il faut toujours penser qu'il faut travailler en amont. Vous pouvez, pour prioriser, éventuellement utiliser SMJ, puisqu'on a un outil de priorisation là-dessus, donc je vous conseille de faire un essai. Et ensuite, ça va être une question d'organisation, de content mapping, et vraiment de voir quelle stratégie vous voulez mettre en place, sachant qu'une optimisation, c'est pas très long en soi. Nous, on sait qu'au top des performances, une optimisation prend 20 à 30 minutes sur la plateforme. Donc, du coup, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement pour peu que vous mettiez les bons KPI en face. Ouais, prioriser, c'est le mot d'ordre. Comment déterminer s'il faut ou non modifier l'URL de l'article au moment de la republication? Très bonne question. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'utiliser un outil SEO type SEMrush, peu importe celui que vous voulez, pour aller regarder la position de votre mot-clé principal. À partir de là, si la page enregistre justement de bons mots-clés et notamment votre mot-clé principal, en plus de ça, si votre slug est bien paramétré, c'est-à-dire qu'il comprend le mot-clé principal dans son URL, vous n'avez pas besoin d'aller la modifier. Par contre, si effectivement la page enregistre aucune performance, on va dire, aucun trafic, etc., et qu'en plus de ça, vous voulez la repositionner sur un nouveau mot-clé, ou encore que l'URL est mal paramétrée, c'est-à-dire trop longue, vous avez laissé par exemple des chiffres, des déterminants, des symboles, donc ça on oublie dans les URL, vous pouvez aller du coup la retravailler. Mais l'important, c'est bien sûr d'aller vérifier que avant votre page ne fonctionne plus avant d'aller changer l'URL. Alors,
Celle-ci. Ouais, pardon, excuse-moi. Alors, quelle est la bonne fréquence pour une publication régulière? Y a-t-il des best practices là-dessus? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de qui vous avez en face. Si vous avez des concurrents en face qui produisent énormément, il faut produire au moins autant qu'eux, voire même plus. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de publier le plus fréquemment possible pour que les robots Google repassent sur vos contenus en permanence et du coup puissent savoir que vous vous mettez à jour et vous êtes tenu informé de votre secteur, etc. Maintenant, il n'y a pas de fréquence particulière. Il faut aussi savoir jongler entre optimisation de contenu et création de nouveaux contenus parce que optimiser, c'est très bien, mais il faut aussi montrer qu'on a de la nouveauté et qu'on a toujours des sujets à traiter. Pour ça, il y a plein de techniques qui existent, du contenu tangentiel, etc., qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, en termes de fréquence, ça va surtout être déjà comparé avec la concurrence, où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que votre concurrent principal a sorti 130 articles sur le sujet l'année dernière? Du coup, vous allez devoir en publier 140, forcément. Donc là, après, c'est à vous de vous organiser et voir la bande passante que vous avez pour pouvoir aller concurrencer ce concurrent, justement. Ouais. Tac. Je n'ai pas compris, les FAQ ne seront plus prises en compte en SEO. Alors pas du tout, tout va bien. Les FAQ restent un dispositif SEO qui est hyper important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est les données structurées des FAQ qui ne vont plus être prises en compte. Donc les données structurées, c'est simplement des couches de données qu'on va rajouter, donc des bouts de code, entre guillemets, pour indiquer à Google des informations supplémentaires, pour que ce soit plus encadré, du balisage si vous voulez, pour par exemple avoir des emplacements spéciaux comme les feature snippets, les answer box, etc., etc. Et donc, tout le monde les utilisait, ces fameuses données structurées. Du coup, Google a dit ça suffit parce que si tout le monde les utilise, je peux plus mettre en avant ce qui me semble vraiment pertinent dans mes emplacements. Et donc, effectivement, ils ont fait marche arrière sur la partie données structurées des FAQ, à savoir que moi, je vous conseille pas forcément de les supprimer si vous en aviez des données structurées déjà sur vos FAQ. Elles seront simplement plus prises en compte, mais on sait que Google aime bien faire un pas en avant, un pas en arrière, donc peut-être que demain ils vont les remettre. Ça vous coûte rien de les laisser, vous serez pas pénalisé par exemple si vous les laissez, c'est juste qu'il y aura plus d'impact positif pour le moment. Celle-ci. Ouais. Hop. Alors, pensez-vous qu'il est encore pertinent en 2023, encore plus en 2024, de tout organiser autour des mots-clés en vue du trafic? Ne faut-il pas aller plus loin et penser engagement en travaillant plutôt les intentions qui animent nos cibles? C'est une très très bonne question et il y a une très très longue réponse qui va suivre. Effectivement, en 2024 et notamment le jour où l'IA va arriver sur Google, on va de moins en moins penser mots-clés parce que les utilisateurs vont taper des phrases et de plus en plus, Google va générer des réponses, donc on va très clairement rentrer des phrases, donc les mots-clés vont être de plus en plus longue traîne, etc. Le paramètre trafic n'est pas forcément le seul paramètre à regarder pour un mot-clé, notamment si vous êtes en B2B, vous avez souvent des mots-clés qui sont quand même très très restreints en termes de trafic, et là il faut effectivement cibler plutôt votre cible, quitte à faire peu de trafic mais pertinent. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, sachant aussi que vous écrivez pour vos utilisateurs mais également pour Google. Donc parfois vous allez avoir des mots-clés qui ont très peu de volume de recherche, par contre c'est important de les traiter pour votre autorité thématique, pour montrer que vous allez sur tous les sujets à partir d'un thème. Donc effectivement aujourd'hui on peut plus se contenter de regarder juste le trafic, de vouloir engranger de plus en plus de personnes. Il faut cibler beaucoup mieux ces mots-clés. Il faut penser aussi qu'un jour on aura des phrases sur Google, mais vraiment des phrases du type je souhaite faire une randonnée avec 2 chiens et un enfant, quel est le chemin que tu me conseilles le mieux, le meilleur chemin pour moi dans les Vosges, et Google ira vous faire une réponse là-dessus. Donc il faut y songer aussi. Donc voilà, le trafic n'est pas la seule, n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. La qualité, l'engagement, effectivement, ce qui plaît aussi à vos utilisateurs de manière générale, il va falloir également le regarder et de plus en plus. Complètement. Si je peux juste me permettre de compléter, on a déjà fait une très longue réponse, mais je trouve ça hyper intéressant comme question. Évidemment, on pense toujours utilisateur first. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 10 ans, oui, en SEO, on prenait le mot-clé le plus volumique, on regardait pas forcément l'intention de recherche, puis on pondait notre contenu, pas hyper quali en plus de ça. Aujourd'hui, on peut plus du tout faire ça. On doit absolument regarder l'intention de recherche pour produire aussi le bon contenu, le bon format, qui est adapté, à l'utilisateur. Et puis, comme l'a dit Marc-Aurèle, il va y avoir énormément de changements dans la manière aussi dont on recherche les choses sur Google. Aujourd'hui, voilà, Google, c'est un moteur de recherche. Demain, ce sera un moteur de
réponse. Donc là, aussi commencer à aller travailler, par exemple, tout ce qui est requête vocale, etc. C'est tout ce genre de tendance qui va aller un peu aligner la stratégie qu'on va mettre en place dans les futures années. Donc pareil, hyper important. Je te laisse choisir la dernière question. Allez, on en choisit une dernière. Est-ce qu'on les a fait par volume? Tac, on continue par volume. Donc désolé si on peut pas répondre à toutes vos questions. Évidemment, on fera un petit article pour y répondre. Et c'est celle-ci, celle de Vanessa. Bonjour, lorsqu'on a beaucoup de liens considérés comme toxiques par SEMrush par exemple, faut-il les désavouer? Du type un seul site fait 10 000 liens vers le nôtre. Très bonne question Vanessa. Alors il faut savoir que aujourd'hui Google ne prend plus en compte les liens perçus comme toxiques, donc vous n'avez plus besoin forcément d'aller les désavouer. Moi j'avoue que j'aime bien le faire encore parce que ça me fait du bien d'avoir mon SEMrush qui me dit aucun lien toxique, mais effectivement tous ces liens ne sont plus pris en compte, donc ils n'ont pas d'impact négatif sur votre référencement, vous pouvez les laisser, ça ne pose aucun problème. Avant, effectivement, il y avait un impact négatif, plus maintenant, cela a été corrigé par Google. Parce que, évidemment, vous vous doutez que sinon, c'était un peu trop facile d'aller faire des liens toxiques chez les concurrents pour les faire tomber. Exact. Et ben, je pense qu'on est pile à l'heure. Ouais, on a fini. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présents avec nous. On est vraiment hyper content d'avoir animé ce webinaire. On espère qu'il vous aura appris plein de choses et qu'il vous aura donné envie de revoir votre stratégie pour 2024. En tout cas, vous avez de quoi nous contacter sur la dernière slide qui est partie. Oui. Au besoin. Merci beaucoup, Kenza et Inbox pour votre accueil dans ce très beau studio. Merci. Très, très chouette. On était très ravis de vous avoir aussi parmi nous. Et encore un grand merci à toute l'équipe CMJ pour l'organisation, l'accueil, l'invitation, etc. Oui, parce qu'on ne les voit pas, mais il y a des gens derrière qui préparent tout ça. Oui. Et c'est top. On a une super équipe, donc très content de travailler avec vous. Et puis, écoutez, bonne mise en place de strat. Et puis, on se retrouvera pour un prochain webinaire. Bonne journée. Bonne journée à tous.